Bonjour ou bien bonsoir ou bien bon après-midi selon la période que vous allez voir cette vidéo. Alors je me présente, je suis Nina Ben, docteur en pharmacie. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais une série spécialement le domaine médical. C'est une série où je vais expliquer quelques cours de la pharmacie clinique. Je sais qu'il y a des gens qui vont passer le résident. Donc ces cours-là, ils vont les aider profondément à la révision. Donc, le cours d'aujourd'hui, j'ai dit, il concerne la pharmacie clinique en neuropsychiatrie. On va parler de la dépression. Alors, c'est quoi comme généralité ou bien comme définition? C'est une maladie mentale caractérisée par une modification profonde de l'état chimique dans le sens de la tristesse, de la souffrance morale et du ralentissement psychomoteur. Donc, l'aspect clinique de cette dernière, la dépression, elle a plusieurs caractéristiques ou bien plusieurs aspects cliniques. Les principaux sont au moins 5 des symptômes suivants que je vais les citer doivent avoir été présents pendant une même période. Ça veut dire une durée de 2 semaines qui fait les 5 symptômes et avoir représenté un changement par rapport au fonctionnement antérieur. Au moins un des symptômes est soit une humeur dépressive, soit une perte d'intérêt ou de plaisir. Alors, comme n'a béni, ne pas inclure les symptômes qui sont manifestés imputables à une affection médicale générale, à des idées délirantes ou bien à des hallucinations, alors non congruentes à l'humeur. Alors, je vais parler des 5 symptômes en bref. On a l'humeur dépressive, irritabilité chez l'enfant et l'adolescent, diminution marquée de l'intérêt ou bien du plaisir, une perte ou bien un gain de poids significatif en l'absence de régime, une insomnie ou bien une hypersomnie presque tous les jours, une agitation ou bien un ralentissement psychomoteur presque tous les jours, une fatigue ou bien une perte d'énergie presque tous les jours, un sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou inappropriée, une diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer ou indécision presque tous les jours. Alors la pensée de mort récurrente, idées suicidaires récurrentes aussi et tentatives de suicide. Alors ça, c'est presque tous les symptômes qui sont manifestés lors d'une dépression. Mais si le patient présente 5 de ces symptômes, ça veut dire qu'il est en état dépressif. Alors, les symptômes ne répondent pas aux critères d'épisode mixte. Ça veut dire si ces symptômes ils sont apparus à des périodes mixtes, ça veut dire en été ou bien une fois par an. Chaque fois une période, donc c'est pas compté, ils sont pas comptés. Alors les symptômes exclusivement une souffrance clinique significative ou bien une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants. Alors les symptômes ne sont pas imputables aux effets physiologiques directs d'une substance. Ça, c'est des exceptions pour ne pas confondre ces derniers à une dépression naturelle ou bien à un diagnostic correct de la dépression. Aussi, les symptômes ne sont pas mieux expliqués par un deuil. Les symptômes persistent généralement pendant plusieurs ou 2 mois minimum. Et maintenant, on va passer aux différentes classes des dépressions. Alors, la classification étiologique des dépressions. On les classe en fonction de l'état mental, en fonction des causes ou bien en fonction de l'évolution. Alors, on commence par la classification en fonction de l'état mental. C'est une dépression primaire si le sujet est sans antécédents psychiatriques. Et c'est une dépression secondaire si le sujet ayant des antécédents psychiatriques. Alors, la deuxième classification, c'est en fonction des causes. La dépression endogène ou bien psychotique. Ici, on n'a aucun facteur externe apparent, mais dans le deuxième cas, la dépression exogène ou bien névrotique, ici on a un facteur environnemental.
La troisième classification, c'est une classification en fonction de l'évolution. La dépression bipolaire, ici l'alternance d'épisodes maniaques et une hypomaniaque. Et la dépression unipolaire, au moins deux phases de dépression intercoupées par un état normal. Alors, toujours dans l'aspect clinique, on a la dépression d'origine iatrogène. Qu'est-ce que ça veut dire une dépression d'origine iatrogène? Ça veut dire que les médicaments peuvent provoquer cette dépression. Alors, parmi les médicaments qui sont surcités, on a les anti-HTA, ça veut dire les antihypertenseurs, comme la clonidine, les diurétiques, la guanidine, l'hydralazine, méthyldopa ou bien le propanolol. Aussi, l'hormonothérapie peut être en cause d'une dépression avec l'utilisation des contraceptifs hormonaux ou bien les corticostéroïdes. Le traitement de l'acné, isostrétinoïne, ici aussi, peut causer une dépression. Et les substances additives telles que l'alcool, le cannabis, les opiacés, la nicotine et la psychostimulant comme la cocaïne, etc. Autres médicaments qui peuvent être d'origine d'une dépression, c'est les interférons bêta-1 alpha. Et maintenant, par la suite, on va parler du troisième chapitre qui est la physiopathologie de la dépression. Alors, c'est quoi la physiopathologie? Il faut savoir que la théorie des amines biogènes, la dépression, elle peut être causée par un déficit en taux cérébraux des neurotransmetteurs tels que la noradrénaline, la sérotonine et la dopamine. Aussi, elle peut être causée par un changement de sensibilité des récepteurs postsynaptiques. C'est-à-dire le récepteur ne doit plus être sensible à un seuil comme avant. Ça, c'est une diminution de la sensibilisation ou ce qu'on appelle le down-regulation des récepteurs noradrénergiques et des récepteurs de la sérotonine, ce qui va donner une dépression. La troisième théorie, c'est la théorie de dérégulation, déficit de l'homéostase et de la transmission neuronale plutôt qu'un déficit ou bien un excès de l'activité neuronale. Donc ici, le problème, c'est dans la transmission neuronale. Le rôle de la dopamine, elle augmente le taux, ou bien une augmentation du taux de la dopamine dans la voie mésolimbique, elle va donner une dépression. La troisième, ou bien le quatrième chapitre, c'est les médicaments antidépresseurs. On va commencer par le plus utilisé, c'est les antidépresseurs thymmo-analeptiques. Pourquoi on dit thymmo-analeptiques? Parce qu'ils sont en relation avec l'humeur. Alors, ce sont des médicaments qui sont capables de corriger les règlements dépressifs de l'humeur. Les antidépresseurs ont trois activités. La première sur l'humeur triste, action thymo-analeptique. Une action sur l'anxiété, action sédative, et une action sur l'inhibition, qui est action psychotonique ou désinhibitrice. Alors, la classification pharmacologique, maintenant on va passer à la classification pharmacologique des antidépresseurs. Tout d'abord, on a les inhibiteurs de la récapture des amines biogènes, c'est-à-dire la récapture des neurotransmetteurs. La deuxième classe, c'est les inhibiteurs du catabolisme des amines biogènes. Et la troisième classe, on a autres molécules. Pour la première, les antidépresseurs tricycliques, imipyramine, l'amitriptyline, les inhibiteurs sélectifs de la récapture de la noradrénaline qui est le viloxazine, les inhibiteurs sélectifs de la récapture de la sérotonine ou bien ce qu'on appelle ISRS, la fluoxétine, paroxène et sertraline. Et on a des inhibiteurs mixtes de la récapture de la sérotonine et de la noradrénaline, ce qu'on les appelle IRSNA. Alors c'est la venlafaxine ou bien le duloxétine. Alors la deuxième classe, c'est les inhibiteurs du catabolisme des amines biogènes ou bien ce qu'on appelle les INAO, qu'on a déjà parlé dans le cours de la maladie de Parkinson. Ce sont des inhibiteurs qui peuvent être non sélectifs comme l'hyproniazide ou bien sélectifs. On les appelle les INAO-A comme la moclobémine. Alors, on a d'autres médicaments qui sont actifs contre la dépression. C'est la myocérine, la mirtazapine, apparentée au tricyclique. On a la lamivudine ou bien la gomélatine.
La troisième classification, qui est la plus importante, ou bien la deuxième classification, c'est la classification thérapeutique. Alors, on a les antidépresseurs psychotoniques, ou bien on a les antidépresseurs mixtes, ou bien les antidépresseurs sédatifs. Donc, les antidépresseurs psychotoniques, on a les IMAO, comme la moclobémine, l'hyproniazide, ou bien divers comme la viloxazine. Les antidépresseurs mixtes, on a l'antidépresseur imipéraminique, comme l'imipéramine, clomipéramine, les IRSS, la fluoxétine paroxétine, escitalopram ou bien la sertraline, fluvoxamine aussi. Les antidépresseurs noradrénergiques et sérotonergiques spécifiques comme la mirtazapine. Alors pour les antidépresseurs sédatifs, on a les antidépresseurs tricycliques comme l'amitriptyline ou bien la maprotéine, divers comme la myosine. Et maintenant, c'est le tour de la nouvelle classification des antidépresseurs. Alors pour chaque classe des antidépresseurs que je vais les citer, on va citer quelques molécules, leur mécanisme d'action et bien sûr s'il y a des effets secondaires ou bien des propriétés qui sont spécifiques à cette molécule. Donc restez branchés. Et maintenant mes amis, on va classer les antidépresseurs selon la classification, selon leur mécanisme d'action. Alors on commence avec les antidépresseurs tricycliques ou bien ce qu'on appelle les imipraminiques. Les molécules qui sont incluses dans cette classe sont soit des psychotoniques forts comme l'imipéramine ou bien le clomipéramine, ou bien des psychotiques sédatifs comme la triptyline et l'amaprotéine. Alors pour le mécanisme d'action, ce sont l'inhibition de la récapture des amines biogènes par les neurones présynaptiques. Ça veut dire qu'ils vont réabsorber ces neuromédiateurs plus fréquemment la noradrénaline après la sérotonine et plus ou moins la dopamine. Alors pour le dosage pour le blocage d'autres récepteurs, on a les récepteurs cholinergiques alpha-1 adrénergiques et les récepteurs histaminiques H1. Alors pour les récepteurs cholinergiques, c'est un effet atropinique qui va se manifester. Pour les alpha-1 adrénergiques, on a l'hypotension orthostatique et pour l'histamine H1, l'activation de ces récepteurs va nous donner une sédation. On passe maintenant à l'action pharmacologique. Alors c'est quoi l'action pharmacologique? Ça veut dire c'est l'effet du médicament. Alors on a un effet psychique. Au début du traitement, on a une dominance de l'effet sédatif. Aggravation de l'anxiété avec un risque de suicide par passage à l'acte. Après 2 ou bien 3 semaines, on a l'obtention du retournement de l'humeur, efficacité dans 2 cas par 3. Alors l'effet sur le sommeil, on a réduction du sommeil paradoxal et une insomnie. L'effet neurovégétatif, c'est un effet anticholinergique. Pour l'effet cardiovasculaire, on a un effet hypotension orthostatique, ça veut dire dans la périphérique, on a une hypotension et aussi les troubles de la conduction intracardiaque. Et maintenant, on va passer à la classification selon les mécanismes d'action, mais sur un deuxième point qui sont la classe des inhibiteurs spécifiques de la récapture de la noradrénaline. Ce sont les ISRNA. La molécule qui est présente dans cette classe, c'est le viloxazine, ou bien ce qu'on appelle Vivalant. Alors, le mécanisme d'action, c'est l'inhibition du récepteur de la noradrénaline. Les propriétés, elle a une propriété antidépresseur non sélectif, sans effet anticholinergique. La troisième classe, ce sont les inhibiteurs spécifiques de la récapture de la sérotonine, ou bien ce qu'on appelle les ISRS. Les molécules qui sont mises en jeu, ou bien les molécules qui sont utilisées dans ce type de traitement par cette classe, ce sont les fluoxétines ou bien Prozac. On a la paroxétine, le sertraline et l'escitalopram. Son mécanisme d'action, ce sont des inhibiteurs de la récapture de la sérotonine
par les neurones présynaptiques. Le dernier point, c'est les propriétés. Alors pour les propriétés de cette classe, ce sont des antidépresseurs les plus prescrits. L'efficacité elle est similaire aux hémipéraminiques. L'effet anticholinergique il est faible et aussi l'absence de toxicité cardiaque. Alors pour la quatrième classe, ce sont les inhibiteurs mixtes de la récapture de la sérotonine et de la noradrénaline, IRSN. Alors les molécules qui sont mises en jeu, c'est la venlafaxine, on a la milnacipran, on a aussi le duloxétine. Leur mécanisme d'action, c'est des inhibiteurs mixtes de la récapture de la 5-HT, de la sérotonine et la noradrénaline. La cinquième classe, l'avant-dernière, ce sont les inhibiteurs de la monoamine oxydase, ou bien ce qu'on appelle les IMAO. Ces molécules, on a les IMAO non sélectifs comme l'hyproniazide et les IMAO sélectifs comme le clobémide. Leur mécanisme d'action, c'est l'inhibition des enzymes de dégradation des monoamines. Donc ici, les monoamines persistent dans le synapse, ce qui va augmenter l'activité. Les propriétés n'ont pas d'effet adrénolytique, entropénique ou histaminolytique. Donc, ils sont non sélectifs, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'interaction médicamenteuse très élevée. Les MAO-B, ils participent dans la dégradation de la tyramine, ou bien ils donnent la tyramine, qui est un accès en hypertensif, c'est-à-dire on peut avoir une hypertension. La dernière classe, c'est les autres antidépresseurs. On les a classés comme autres antidépresseurs. Alors, on a la myocérine et le mirtazapine. Ce sont les deux médicaments qui bloquent les récepteurs alpha-2 présynaptiques. On a l'aminiprine, c'est pour l'inhibition, recapture de la dopamine. Les effets indésirables de cette dernière, c'est l'insomnie, la tachycardie et la dépendance. Donc, il était retiré du marché en janvier 1999. Alors, l'agomélatine, qui est aussi retiré du marché en 2009, c'est un analogue de la mélatonine. L'action sur la resynchronisation du cycle éveil et sommeil. Le mécanisme exact, il est mal élucidé et l'antidépresseur, c'est un antidépresseur en deuxième intention. Donc, maintenant, on va passer aux indications de ces médicaments. Ces médicaments ils sont indiqués en cas d'un syndrome dépressif, des épisodes dépressifs majeurs, en cas d'une dépression à cause d'un sevrage alcoolique et toxicomane, en cas de forme déficitaire de la schizophrénie, association avec un neuroleptique qui est incisif, en cas de psychasthénie, ça veut dire composé des inhibiteurs de l'humeur, en cas de trouble obsessionnel compulsif, le TOC, en cas d'attaque d'angoisse à répétition, ça veut dire la panique. Ici, on prescrit les tricycliques. Aussi, dans le syndrome douloureux neurologique, les ISRS sont utilisés en première intention chez les sujets âgés qui ont une polymédicamentée ou bien qui sont polymédicamentés, ça veut dire qu'ils ont plusieurs traitements associés à ce traitement-là, et aussi pour les patients souffrant de pathologies cardiovasculaires. Et chez les sujets présentant des idées suicidaires, le médicament il est le moins toxique en cas de surdosage. Alors on passe maintenant aux critères de choix thérapeutique. Pour le choix thérapeutique, il dépend de deux choses. Tout d'abord, il dépend du patient, l'habitude de prescription du médecin, le respect des contre-indications, des effets indésirables du médicament retenu, l'état somatique du patient et aussi le risque suicidaire. Le choix de la posologie, normalement, elle est progressive. Ça veut dire la posologie par palier de 24 à 48 heures pour avoir... ça c'est pour les tricycliques. Pour la posologie efficace d'emblée, ce sont les ISRS.
La modification de la posologie dépend de deux choses, l'inefficacité, donc ici on doit augmenter la posologie, ou bien les signes de surdosage, ici on doit diminuer la posologie. Pour les stratégies thérapeutiques, voici un schéma de l'APSAPS qui va résumer toute la stratégie. Je vous invite à le rejoindre dans le site web que je vais le mettre dans la boîte de description. Pour les critères de choix aussi, la dépression endogène par le mélancolique. Alors ici, on a l'inhibition psychomotrice importante, asthénie. L'antidépresseur à action prédominante psychotonique ou intermédiaire. La dépression névrotique aussi, l'agitation, anxiété importante, les antidépresseurs à action prédominante sédative à intermédiaire. Pour la dépression réactionnelle consécutive à un événement particulier, par exemple un décès, une perte d'emploi, divorce, ici on prescrit les antidépresseurs à action mixte. Les prescriptions saisonnières liées à la baisse de l'exposition à la lumière naturelle, c'est surtout dans les pays nordiques. Ici on dit que c'est la luminothérapie. Alors pour la prévention de l'iatrogénie, ces derniers médicaments sont contre-indiqués dans les cas suivants. Pour les tricycliques, ils sont contre-indiqués en cas de troubles sévères de conduction cardiaque, en cas de glaucome, une hypertrophie bénigne de la prostate, en association avec les IMAO non sélectifs, délai de 15 jours après l'arrêt de l'IMAO inverse 5 jours, donc on peut les prendre. La grossesse et l'allaitement, les IMAO, ils sont contre-indiqués, je parle des IMAO non sélectifs, entre des aliments riches en thyramine et tryptophane pendant le traitement, l'accès hypertensif chez Cheesy Effect et le phyochromocitone. Alors les ISRS, ils sont eux contre-indiqués dans le cas d'une association avec un IMO non sélectif. Le délai d'action est de 15 jours après l'arrêt de l'IMO et l'inverse pendant 5 jours. Ça veut dire si le patient il était sous ISRS, il va attendre 5 jours de commencer l'IMAO et le contraire, s'il était sous l'IMAO, il va attendre 15 jours avant d'entamer le traitement de l'ISRS. Alors, maintenant les filles, on va passer à les interactions médicamenteuses. C'est un chapitre qui est très important. Qu'est-ce que ça veut dire une interaction médicamenteuse? Ça veut dire une interaction qui a des effets sur le corps si on prend deux médicaments en même temps. Alors, on commence avec les antidépresseurs. Le deuxième mécanisme est l'interaction qui va se générer ou bien qui va se manifester. Alors pour les tricycliques, l'alcool, la clonidine, la guanidine et les sympathomimétiques alpha et bêta mixtes, de l'adrénaline, noradrénaline et de la dopamine, je vais citer chacun qu'est-ce qu'il va donner. Pour l'alcool, il va donner une majoration de l'effet sédatif. Pour la clonidine et la guanidine, ils vont faire une inhibition de l'effet antihypertenseur, et les sympathomimétiques alpha-bêta mix, ils vont donner un risque d'une hypertension artérielle. Alors, pour le deuxième médicament, c'est les IMAO non sélectifs. Ils vont agir avec les médicaments sérotinergiques, ou bien ce qu'on appelle les antidépresseurs. Dans ce cas-là, on a un risque de syndrome. Avec la sérotoninergique, les dextrométhorphanes et le triptane et les antidépresseurs tricycliques, la pétidine et le tramadol. Donc pour l'interaction, c'est un risque de syndrome sérotoninergique. Les mesures à prendre, c'est de respecter un délai de 2 semaines entre l'arrêt de l'inhibiteur de l'enzyme, entre l'IMAO et le médicament de 5-HT, ça veut dire les inhibiteurs de la sérotonine. Ou bien 1 semaine si on a l'inverse, ça veut dire on commence par les 5-HT. Alors, les vasoconstructeurs, avec les IMAO non sélectifs, ils vont donner un risque de pic d'HTA. On passe maintenant au troisième type de médicaments, ce sont les ISRS.
Alors, avec le deuxième médicament, c'est la sumatriptane. C'est un antimigraineux agoniste sérotoninergique. Alors, l'interaction, c'est le risque de syndrome sérotoninergique toujours. Et maintenant, les filles, on va passer à la prévention et la correction des effets indésirables. On commence par l'effet indésirable et l'action préventive ou bien corrective. Alors, pour les symptômes psychiatriques, levée de l'inhibition psychomotrice avec un risque suicidaire au début du traitement, l'action est en cas de manie franche, il faut arrêter le traitement ou bien la deuxième proposition, c'est l'administration d'un benzodiazépine ou un neuroleptique sédatif si besoin. Donc, dans le deuxième cas, le syndrome neuropsychiatrique, ça veut dire une asthénie, une insomnie avec les tricycliques. Ici, on va prescrire des tranquillisants à petite dose. Le syndrome végétatif, les tricycliques avec les IMAO, l'hypotension orthostatique qui a été due à cette association, les troubles digestifs, les troubles urinaires. Alors on va traiter ou bien on va installer un traitement symptomatique. Pour le surdosage aigu des tricycliques et les IMAO, ici on a l'effet atropénique avec une dépression respiratoire, des troubles cardiaques, si les convulsions, si troubles de conduction, si le trouble d'excitabilité, et si on a un choc, la solution est de faire une intubation, une ventilation, un lavage gastrique avec le charbon avec l'administration du charbon actif, le diazépam, le lactate de sodium et le chlorate de potassium, la lidocaïne et la dopamine. Si on a un syndrome sérotoninergique, ici, on va associer l'IMAO avec des ISRS pour donner en cas d'un syndrome grave pouvant entraîner le décès avec des troubles psychiatriques, agitation, confusion, coma, ou bien des troubles végétatifs comme une hypo ou bien une hypertension artérielle, tachycardie, hyperthermie ou bien sueur, moteur comme la myoclonie, le tremblement ou bien rigidité des muscles avec le problème digestif de la diarrhée. Ici, il nécessite le traitement, une hospitalisation. Alors la dernière partie, c'est le conseil aux patients. Alors le plan de prise et les modalités de traitement, le moment de la prise. Pour les antidépresseurs psychotoniques, la prise, elle sera le matin ou bien le matin et l'après-midi. Pour les antidépresseurs sédatifs, la prise est le soir, exclusivement le soir. Les antidépresseurs mixtes, on peut les prendre 2 à 3 prises par jour. Alors, il faut informer le patient sur la maladie, l'origine, le type, le risque de rechute. Il faut aussi le traitement utilisé à un délai avant l'apparition des effets bénéfiques, 2 à 3 semaines. La nécessité de poursuivre le traitement après l'amélioration clinique. Les principaux effets indésirables doivent être mentionnés, les associations médicamenteuses à éviter et bien sûr les modalités d'arrêt progressif. Il faut la faire comprendre aux patients. Donc c'était ça pour les médicaments antidépresseurs. J'espère que l'explication elle était claire, nette et bref. Donc si vous voulez d'autres cours et d'autres explications de d'autres cours, vous n'aurez que me laisser sur le commentaire. Et n'oubliez pas de aimer et d'abonner sur ma chaîne, de s'abonner sur ma chaîne et surtout de partager la vidéo. Donc sur ce, je vous dis bye bye.